Hello à tous, Jean-Charles, on s'est rencontrés il y a quelques mois, on va dire, de 2 mois à peu près, en réaction à un de nos podcasts, je crois, si c'était un peu l'accroche. Et puis on a discuté et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs, que tu avais une expérience hyper riche d'une transition. Je la fais courte pour l'instant, tu rentreras dans le détail après évidemment, mais d'une transition de entrepreneuriat classique, on va dire, tel qu'on le conçoit aujourd'hui en tout cas, vers soloprenariat, avec, on va dire, des différentes étapes, différents tests, une histoire en plus rocambolesque. Tu as une chaîne YouTube, t'en parles, et avec quand même des choses assez incroyables qui te sont arrivées, des anecdotes assez incroyables surtout. Aujourd'hui, le but, ça va être d'essayer d'expliquer à notre audience, déjà de te présenter, d'expliquer qui tu es, d'expliquer par quoi tu es passé et de pouvoir donner à tout le monde un peu, on va dire, une idée de qu'est-ce que ça demande de transitionner, quels sont les avantages d'un modèle, les avantages de l'autre, et que on puisse vraiment creuser dans cette dynamique et aider ceux qui se cherchent encore et qui se disent de quel côté, quel chemin j'ai envie d'emprunter, qui puissent avoir les idées claires sur cette question-là. Évidemment, comme d'habitude, on va ensuite élargir le spectre, on va discuter de tout et de rien et de qu'est-ce qui fait le marché en ce moment, qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas, qu'est-ce qui est… Voilà. Mais c'est à peu près les grandes lignes de ce podcast. Donc Jean-Charles, merci d'être là aujourd'hui et je te propose de commencer par te présenter, histoire que tout le monde ait les infos importantes pour comprendre le reste. Merci à vous deux pour l'invitation. D'habitude, je l'écoute en courant le podcast, ce sera marrant d'être de l'autre côté cette fois-ci. Mais donc Jean-Charles Kurdali, pour me présenter, actuellement, qu'est-ce que je fais? Je suis cofondateur d'un programme qui s'appelle Perspective, que j'ai lancé avec Elliot Meunier, que vous connaissez peut-être de nom, qui est quelqu'un qui fait connaître dans la gestion de la connaissance. Et en gros, on aide des entrepreneurs, des experts, des penseurs modernes à articuler leur vision, leur perspective dans un domaine, la traduire dans un bouquin et potentiellement de monter un business autour de ça ensuite, ou en parallèle. C'est un nouveau projet là qu'on a lancé il y a 6 mois qu'on pourra développer aussi, qui remet en cause aussi le modèle. Comment déjà, je trouve ça super smart et j'aurais plein de questions, mais je te laisse finir. Ok. Donc ça s'appelle Perspective, c'est le gros projet qu'on a pour l'instant encore au format, on va dire MVP pour l'instant, mais qui marche plutôt bien déjà dès le début. Donc ça, c'est une de mes activités. Et sinon, je suis auteur et créateur de contenu. J'ai sorti un livre qui s'appelle Vie intentionnelle en 2023. Je suis en train d'écrire un autre livre là justement par rapport au sujet du monde de l'édition. C'est le sujet qui m'intéresse en ce moment, à le moment où on parle là. Comment disrupter le monde de l'édition, notamment en France. Et historiquement, effectivement, donc j'ai eu 2 activités avant, on va dire. Donc j'étais joueur de poker quand j'étais ado et début de ma vie d'adulte. Ça, c'était ma première vie. Ce sera un sujet encore à part. Le mec money des années 2000. Et année 2010, plutôt start-upper, effectivement, dont CEO de Fetch, donc de la vidéo dont tu parlais. Entre 2015 et 2018, donc j'avais entre mes 23 et mes 27 ans, et que j'ai vendu dans des très mauvaises conditions à une filiale de la Poste en 2018. Et donc voilà, et depuis, c'est vrai que je suis beaucoup plus maintenant dans l'écriture, dans la pensée, dans le soloprenariat d'une certaine manière. Mais quand on va voir, je pense, dans l'épisode aussi, c'est des notions, c'est des concepts. En fait, ça fait qu'évoluer ces termes-là. Et en fait, même le terme de soloprenariat, ça peut se re-questionner, les modèles évoluent, donc ça va être hyper intéressant. Mais effectivement, j'ai connu les années 2010, on va dire, où c'était très start-up en France, et là où ça devient moins clair, il y a beaucoup plus de types de modèles qui sont en train d'émerger dans les années 2020. Donc ouais, c'est un petit peu tout ce que j'ai fait pour résumer. Trop cool, merci. Est-ce que tu peux nous replonger pendant quelques minutes, histoire que tout le monde ait le contexte dans l'entrepreneuriat on va dire début 2015, si je dis pas de conneries? Ouais, mais alors pour ma startup, mais même moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat vraiment en 2013, 2014, parce que j'ai fait un premier projet avant là. Mais en gros, si je refais le contexte, 2013, qu'est-ce qui se passe d'important en 2013? Tu as The Family qui arrive sur le marché français, qui est pour moi un des gros acteurs clairement des années 2010 en France. Toutes les histoires qu'il y a maintenant, les gens ne savent même plus vraiment ce que c'était The Family. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, parce qu'en fait, je me rendais compte que les gens parlaient des problèmes qu'il y avait, mais ils ne parlaient pas de ce que ça avait été comme héritage de The Family. C'est hyper important ce que tu dis, peut-être qu'on y reviendra, mais The Family, qui est vraiment pour beaucoup de gens et pour toute une génération, dont la mienne, je crois que j'ai juste 2-3 ans de moins que toi, donc on va dire j'étais en école quand The Family est arrivé. Ouais. The Family, c'était vraiment
à cette époque-là, la référence, enfin, comme moi je le voyais, peut-être que je me trompais, En fait, de l'extérieur, ouais. la référence ultime et le vrai premier passage de l'écosystème français existe. Pas vraiment, c'est des mecs qui font des startups, machin. Beaucoup de mecs hérités de la vague.com des années 2000, ça, à la nouvelle vague qui arrive vraiment en France, et on a ce porte-étendard qu'est The Family. Donc, je te laisse expliquer ce que c'est et comment ça fonctionnait, mais voilà. Ouais, complètement. Bah, leur constat, eux, à la base, c'était assez provocateur, mais c'était dire l'écosystème est toxique. En gros, les gens ne comprennent rien à ce qu'est une startup en France. Toutes les parties prenantes, les banquiers, les investisseurs, les quelques VC qu'il y avait, même les entrepreneurs ne savaient pas trop dans quel jeu ils jouaient. Et du coup, il y a eu un gros travail d'éducation, ce qui a très bien fait The Family, notamment via Oussama Ammar à l'époque, avec toutes ces vidéos, toutes ces conférences qu'il faisait à The Family. Et moi, clairement, je suis un enfant, on va dire, d'un point de vue entrepreneurial de cette époque-là. Parce que moi, il m'a fait mon éducation. Je ne suis pas précisé, mais je suis originaire de Nancy, donc je n'avais pas du tout accès ou très peu accès à Paris à des gens intéressants. Donc il a fallu me faire mon éducation dans mon coin. Et dans ma région, il n'y avait pas du tout de start-up, enfin, pas du tout des vraies start-up en tout cas. Donc moi, clairement, s'il n'y avait pas eu The Family, j'aurais jamais pu monter Fetch comme je l'ai monté et à la vitesse à laquelle je l'ai monté ensuite. Donc ça, c'est le contexte entrepreneurial. Ouais. À préciser que tu as fait partie de The Family, tu n'as pas juste consommé les vidéos comme nous autres. Hein. Ouais, vraiment... c'est ça. Donc entre 2015 et entre 2013 et 2016, je consomme leur contenu. 2016, j'intègre The Family avec ma startup et j'ai même été advisor des startups après entre 2018 et 2020. J'ai eu un rôle aussi, comme j'avais des bonnes relations avec eux. Et donc ça, c'est le contexte. Donc on a un écosystème qui se crée, la deuxième vague, comme tu dis très bien. On se retrouve dans une situation en fait où vraiment les discussions c'était un peu lunaire, parce qu'à l'époque on savait pas ce que c'était un MVP, on parlait pas de product market fit. Le lean startup, c'était pas compris ou non connu des gens. Et du coup, les gens montaient des boîtes vraiment n'importe comment, tu vois. Et moi, le premier, j'ai monté un premier projet avant Fetch où on a passé 6 mois. Tu vois, c'était le truc de l'époque, c'était aller faire un startup week-end dans l'espoir de trouver un développeur et de se raconter qu'on travaillait, alors qu'en fait, on attendait juste d'avoir un développeur pour commencer à s'y mettre. Le tour lui donnant 3% de sa boîte parce que c'est quand même pas lui qui avait l'idée, quoi. Donc, c'était un peu le mindset à l'époque. C'était vraiment, j'en fous pas grand-chose. J'ai une belle casquette, je suis entrepreneur, donc ça, c'est stylé de le dire potentiellement. Par contre, les boîtes n'avançaient pas, quoi. Les projets n'avançaient pas ou très peu. Donc, ils sont arrivés, The Family, ils ont mis un gros coup dans la fourmilière, redonner des bons principes, basés sur notamment les articles de Paul Graham et Y Combinator. Et moi, c'est comme ça, du coup, que via The Family et après en creusant avec ici, que je m'intéresse vraiment aux fondamentaux d'une startup. Et donc, en 2015, je lance mon deuxième projet, mais mon premier vrai projet qui s'appelait Fed, du coup, qui était une boîte de food delivery que j'avais lancée à Nancy. Donc, c'était un équivalent aujourd'hui d'un Uber Eats ou un Deliveroo. Et que je lance un petit peu avant que ces acteurs-là arrivent en France. Quand moi, je démarre ce projet, je n'ai même pas connaissance qu'il y a des acteurs. Moi, je lance très naïvement. Tu vois, j'ai 23 ans à Nancy. C'est vraiment genre, j'ai envie de lancer ce projet. Allez, let's go, on y va. Et donc, voilà, donc j'ai géré cette boîte, développé cette boîte pendant 4 ans. Après, je pourrais développer des aspects précis si vous voulez, comme j'explique pas mal dans la vidéo aussi. Et du coup, il s'est passé plein de choses, mais globalement, je l'ai monté à peu près à 4-5 millions de chiffre d'affaires et j'ai dû la vendre dans des mauvaises conditions à une filiale de la Poste, parce qu'on avait fait notamment j'avais fait des erreurs, c'était moi les décisionnaires, quand même, des erreurs sur l'aspect technique qui a fait un peu péricliter le truc. On n'a pas réussi à scaler la tech comme on a pu scaler les opérations. Et on s'est fait rattraper progressivement à cause de ça, notamment par les gros qui commençaient à nous taper de plus en plus, qui est un autre sujet, du coup, notamment en termes de financement. On était forcément moins financé un Uber Eats, vous pouvez imaginer, ou un Deliveroo même. Il y avait une question de time to market, mais il y avait aussi une question, c'est ces réflexions aussi qu'on peut amener dans la discussion après, la profondeur des poches des investisseurs français, qui fait est-ce que c'est pertinent d'aller sur des marchés winner takes all. Là, on ne parle pas de ça, on parle vraiment de marchés où tu gagnes ou tu perds. Il n'y a qu'un gagnant ou un ennemi gagnant, on va dire, sur ces marchés-là. Et du coup, c'est vrai que structurellement, en fait, c'est des marchés qui ne sont pas forcément peut-être des bons business pour les entrepreneurs français. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai lancé, je n'ai pas connaissance de ça. Hein. Encore une fois, j'ai 23 ans. Je ne me pose pas toutes ces questions. Moi, je lance ça dans mon coin. Mais donc, voilà, donc j'ai fait. C'était pour la question, du coup, le contexte entrepreneurial. Et du coup, donc 4-5 ans sur Fetch et après 2-3 ans encore dans l'écosystème, beaucoup de conseils. J'avais aussi lancé un podcast dans la tête d'un VC, dont on parlait un petit peu en préambule, du coup, qui avait bien marché dans l'écosystème. Et puis, j'en suis petit à petit sorti à partir du Covid. Et pour y rentrer, je pense, d'une autre manière, en deuxième partie des années 2020 ou peut-être 2030, on pourra en parler, mais j'ai d'autres projets, sachant que je pense que ce qu'est une startup va encore évoluer dans sa définition dans les années à venir. C'est hyper intéressant ce que tu dis
je reprends juste un point, enfin tout ce que tu as dit était intéressant, je prends juste un point évidemment, voilà, mais c'est est-ce que ça sert à quelque chose quand tu es une boîte française d'attaquer un marché winner take all? Parce que stratégiquement, c'est hyper important parce que The Family, encore une fois, j'étais pas en interne, donc tu me dis si je me trompe, mais disait quand même on va attaquer des gros marchés et on va être, entre guillemets, aussi couillu que les Américains. Tu vois, on va prouver qu'on est capable de le faire, au moins à l'échelle européenne. Et force est de constater que, alors, il doit y avoir certaines boîtes qui ont fonctionné comme telles, mais c'est vrai que sur les gros marchés winner take all, il n'y a pas, à ma connaissance, d'acteurs ni français, peut-être européens, mais j'ai un doute. Mais à minima français, il n'y en a pas hors de nos frontières, quoi. Ça a été très, très compliqué. On n'a pas un Deliveroo on n'a pas un Airbnb, on n'a pas tout ça. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on s'y prend mal et que c'est des questions stratégiques mais qui sont réglables? Ou est-ce que tu penses que parce qu'on a, entre guillemets, en tant que Français ou en tant que francophone, un marché qui est trop restreint, est-ce qu'on n'est pas bien formé pour attaquer les marchés externes? Parce que tu vois qu'il y a quand même des boîtes chinoises évidemment qui arrivent à avoir des concurrents de cette taille-là, mais les Israéliens sortent beaucoup de boîtes qui deviennent très très importantes. Les Sud-Américains commencent à devenir bons avec certaines grosses néobanques, machin et tout ça. Est-ce que on a un blocage là-dessus qui, d'après toi, est structurel ou il y a moyen de faire beaucoup mieux? Ouais. Bon, c'est multifactoriel, il n'y a pas qu'une variable dans tout ça. Si je prends les principales, si j'arrive à synthétiser, déjà, je pense effectivement, le pari de The Family, il y avait un double pari et une hypothèse. Le double pari, c'était on va éduquer un marché qui n'est pas éduqué et le faire level up d'un point de vue connaissance. Ça, ils ont réussi 100%. Pour le coup, s'il y a un truc, The Family héritage à vie, c'est merci pour l'éducation de ce qu'est une startup en France. Si on serait encore en train de se demander c'est quoi, comment on lance un projet avec les bonnes pratiques, peut-être pas, mais en tout cas, ça aurait été beaucoup plus lent pour avoir cette connaissance. Et le deuxième pari qui, lui, n'a pas réussi, c'était justement mettre cette ambition alors, dans les fondateurs, c'est une première chose. Ça, ils y sont parvenus, parce qu'on avait quand même une bonne team, il y avait quand même des très bons, il y avait vraiment des mecs très forts quand même à The Family, les mecs de Hitch, il y avait Damien Morin, il y avait, à l'époque, il y avait qui, enfin, il y avait bien 20, 30, 50 mecs quand même qui étaient très très chauds, quoi. Parmi les meilleurs entrepreneurs que j'ai côtoyés, c'était quand même des gars qui étaient à The Family à l'époque. Donc, c'était pas des guignols, loin de là. Il y a d'autres structures en France, le niveau moyen est beaucoup plus faible. À The Family, c'était vraiment un niveau moyen assez élevé. Par contre, là où ils se sont trompés, mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir, c'est parce que ça faisait partie de leur hypothèse et essayer de dépasser ça, c'est le problématique de la France et la problématique de l'Europe plus largement. C'est beaucoup plus dur d'attaquer un marché européen qui est quand même relativement différent de pays à pays. Quand je vois par exemple des boîtes comme à l'époque, Save, il l'avait fait un petit peu à l'arrache, mais Save, du coup, c'est la première boîte de Damien Morin qu'il avait montée entre 2013 de mémoire et 2016, qui vendait ils faisaient la réparation smartphone dans des corners, dans des centres commerciaux. Et eux, ils avaient scalé comme des oufs dans plein de pays. Et en fait, ils avaient compris que chaque pays était différent. Je pense que les Américains ont moins ce problème quand ils scalent au niveau au moins domestique. Ils ont moins ce problème. Et nous, on a un autre problème aussi, c'est qu'on se prend quand même pas mal de bâtons. Alors déjà, des investisseurs qui n'ont pas toujours la bonne connaissance, on va dire, selon les VC que tu as. Des fois, ils ont des intérêts un peu divergents. Enfin, il faudrait développer, mais le monde du VC est quand même moins bon en France et en Europe qu'aux États-Unis. Vraiment, le VC moyen est beaucoup moins pertinent en France qu'aux US. Je vous dis ça parce que moi-même, je me suis intéressé au monde du VC, je voulais rentrer dedans et j'en suis sorti justement parce que je trouvais que c'était beaucoup moins cool que ce que je voyais aux US, par exemple. Ne serait-ce que, par exemple, les capacités de penser un marché. Les VC américains, il y a beaucoup de penseurs, vraiment, des Brad Feld, des Fred Wilson, des Andreessen Horowitz. En France, c'est des banquiers un peu plus, quoi, en gros, quoi. C'est plus ou moins, quoi. C'est des banquiers intelligents, quoi. Mais c'est pas des penseurs de marché, vraiment, très rarement. En tout cas, à l'époque, en 2018-2019, je ne suis pas trop dans le domaine depuis. Ça m'avait un peu déçu. Et donc, il y a ce problème des VC. Et après, il y a le problème réglementaire. Alors, voilà, c'est un vaste sujet aussi. Mais je pense, tu vois, je vous prends un exemple concret. Nous, on se prenait beaucoup plus de bâtons dans les roues avec Fetch que Uber s'en prenait quand on voulait ouvrir une ville, quand on devait recruter des livreurs, on devait faire hyper gaffe au statut. On s'est pris des contrôles qu'on appelle ça l'inspection du travail. Enfin, en fait, tout est fait pour te baiser sur le chemin, en fait, petit à petit.
Et du coup, c'est dur quand tu scales, en fait, tu te rends compte que toi, tu as genre quelques millions sur le compte en banque, alors ce qui paraît énorme, eux, ils pensent que tu es méga riche, parce que tu as quelques millions, tu t'es fait financer et tout. Mais tu te bats contre quelqu'un qui a 100 fois, 1000 fois plus de moyens que toi et qui, lui, ne joue pas avec les mêmes règles que toi. Même sur les règles anti-concurrence. Enfin bref, en gros, c'est vraiment Uber. Je me suis battu contre Uber, par exemple. C'est vraiment des bourrins, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de loi en fait quand tu te bats contre eux. Et de toute façon, le temps que vous connaissez, c'est comme avec les pénalités de Google, quoi. Le temps que les pénalités ou les procès se font, de toute façon, ils sont tellement plus gros qu'ils s'en foutent des pénalités ou des procès. Donc, on se bat pas avec les mêmes armes en fait. Il y a ça qu'il faut prendre en compte. On est des targets faciles pour les gens qui n'aiment pas l'entrepreneuriat, type inspecteur du travail. Et ouais, je pense, enfin, j'aurais d'autres éléments à vous donner, mais ça fait beaucoup de facteurs quand même qui rendent ça difficile. Et après, si demain je devais remonter une boîte de ce style, faut être sûr déjà d'avoir un très bon time to market. Donc, exemple, sur Fetch, je lance en 2015. Idéalement, il aurait fallu lancer ce type de boîte en 2012, 2013 pour être un petit peu dans la vague ou avant la vague de Deliveroo. Avoir une méga ambition, donc là, vraiment, héritage de famille. Et construire des relations très tôt avec des VC étrangers, UK éventuellement, et partir très vite, Chine, US potentiellement, en termes de financement. Et il y a un point qui m'échappe là. Bon, ça nous reverra, mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est pas évident. Et d'ailleurs, ce que tu dis est très vrai parce que je me suis rendu compte que j'ai un peu dit une connerie entre guillemets. Je t'ai dit, il n'y a pas de catégorie leader français. C'est en fait à moitié vrai parce que si on regarde, tu vois, on a beaucoup de boîtes franco-US qui par contre cartonnent vachement bien, Miracle, machin. Mais en fait, elles sont pour la plupart financées aux US et comment il s'appelle aussi Sorar, machin, qui sont financés aux US et ont un pied en France, un pied aux US. T'avais une boîte aussi, comment elle s'appelle, la fille qui était chez eFounders historiquement, enfin, et que ça s'appelle maintenant, Mathilde Collin, je crois. Front, pareil, elle était partie direct aux US. Oui, en fait, Deal qui vient d'annoncer là qu'ils ont passé les 800 millions d'ARR. Deal qui fait des trucs RH et qui s'est monté uniquement qui s'est monté dans la Silicon Valley avec premier marché les US. Aujourd'hui, ils doivent être disponibles en France, tu vois, mais je pense que pour eux, c'est le marché, il est complètement mini en France. Et ils ne sont financés, à ma connaissance, à 90% en tout cas, que par des US, quoi. Ouais, complètement. Et puis, tu as le dernier aspect, c'est revenu, c'est l'aspect culturel. C'est que, effectivement, comme on a un marché suffisamment gros pour faire comme on pense, une belle PME, une belle ETI, donc on commence avec une culture franco-française. Donc, le Slack était en français, dans toutes les boîtes que j'ai pu côtoyer, tout est français. Et le passage à une boîte mi-internationale, mi-française, est très compliqué. Et on a vraiment ce truc avec l'anglais encore, peut-être un peu moins en 2024-2025, mais encore 2018-2019, je le voyais. Et même à The Family, ils ont essayé de faire le scale au niveau de l'Europe. Et quand on faisait des rencontres de start-up sur des week-ends, il y avait vraiment la team des Français d'un côté de la pièce et les internationaux de l'autre, ou les Européens, on va dire, c'est les Européens. Donc, il y a un vrai sujet culturel aussi, de rapport à l'anglais, même d'être à l'aise avec la langue. C'est bête, mais aller pitcher à des VC américains, tu as plein de founders pré-série A, pré-série B, ils osent pas. Tu vois, moi, le premier à l'époque, tu vois, j'avais pitché j'avais pas du tout un niveau d'anglais comme je peux avoir maintenant en ayant voyagé. C'était intimidant d'aller pitcher vraiment un VC à Singapour, des choses comme ça. Donc, ça fait un filtre énorme aussi, dont on parle rarement. Ok. Luc, je te laisse quand même un peu la parole. J'ai débité des questions à une vitesse. Ah non, mais moi j'écoute avec envie. Et j'adore ce que j'apprends, j'adore ce que j'écoute. Et en fait, ça me rend un peu triste pour être honnête. Parce que entre Jean-Charles qui dit grosso modo, est-ce qu'en France ça vaut le coup de se battre sur des marchés winner take all, et la réalité qui nous montre que on se bat quand même avec des armes totalement différentes. On a des problèmes culturels, on a des problèmes aussi régionaux. Finalement, je me dis que la thèse de beaucoup de startup studios aujourd'hui de dire les mecs, on vous incube, certes, mais vous partez une semaine à San Francisco et puis après, quoi qu'il arrive, vous commencez surtout si vous êtes dans le B2C, si vous êtes une app consumer, vous démarrez aux États-Unis. Je comprends en fait. Et je pense notamment à ZQuest avec le fondateur dont on m'échappe. C'est le bordel. Exactement. Ancien de famille d'ailleurs. Ancien de famille, Maxime. Ouais, bien sûr. Et
Et ouais, je trouve ça un peu triste. Alors, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire parce que là, vous avez quand même aligné des arguments qui sont difficilement surmontables. Je veux dire, l'histoire de la culture, bon, est-ce que finalement on est vraiment capable, jour 1, alors qu'on n'a que des Français dans l'équipe, de uniquement parler en anglais dans Slack? Je ne sais pas. Est-ce que demain on est vraiment capable d'arriver à uniformiser la culture européenne pour faire en sorte que le marché européen soit beaucoup plus facilement attaquable au bout, on a combien de décennies devant nous? Est-ce que vraiment on est capable, dans le contexte actuel économique de l'Europe, d'arriver à débloquer des centaines de millions pour des startups européennes sans faire appel à des fonds internationaux? Je ne sais pas. Finalement, est-ce qu'on n'est pas condamné à soit faire des startups à l'échelle européenne, et peut-être que d'ailleurs on va vers ça, hein. Il y a peut-être un monde finalement où l'Europe est en train, ils critiquent vachement ce qui se passe avec Trump qui pousse l'isolationnisme et qui met en place le protectionnisme économique, mais je pense que l'Europe ne va plus avoir le choix au bout d'un moment, très certainement, de mettre en place des politiques protectionnistes, et finalement les seules startups qui vont réussir vraiment, c'est les startups qui vont être protégées par le bouclier européen, parce que justement l'Europe va interdire entre guillemets aux géants étrangers de venir chez nous. Donc finalement, excuse-moi, tu as quand même des exemples, je vous en donnais un dans la food delivery encore, c'est marrant, là je suis à Budapest du coup, comme je vous disais, et par exemple sur Budapest, il n'y a pas Deliveroo, il n'y a pas Uber Eats. Les acteurs de food delivery ici, c'est Wolt, qui est une boîte qui me semble de Finlande, si je ne dis pas de bêtises, ou estonienne, ça va checker si vous avez l'ordi, si vous voulez l'info, mais et Foodora qui est allemand de Rocket Internet, donc ceux qui font des copycats, mais eux sont peut-être moins intéressants, le vrai leader ici c'est Wolt, qui, eux, ont compris, comme moi j'avais compris un peu avec Fetch, que fallait aller moi je faisais dans les petites villes en France, donc les villes entre 100 et 200 000 habitants. Eux, ils ont compris au niveau européen, on va pas aller se taper avec Western Europe, donc Allemagne, Espagne, tout ça. On va, et France, Italie. On va se taper plutôt avec personne ou pas d'acteurs sérieux, donc tout ce qui est Scandinavie, Baltique et Europe de l'Est, Europe centrale. Et du coup, ils sont très bien implantés et il n'y a pas du tout de Deliveroo dans ces zones-là. Ils sont restés sur les marchés majeurs européens et éventuellement peut-être dans d'autres géographies qui m'échappent là. Mais du coup, il y a quand même des gens, justement, toujours dans ce terreau de départ où tu te dis je suis en Finlande, je suis en Israël, je suis en Hongrie, je suis en Estonie. Bah, Day One, tu montes une boîte internationale. Tu as besoin, ton marché domestique, il est tout pété. Tu ne peux pas monter une vraie boîte. Si tant est que tu sais à peu près ce qu'est une startup, d'office, tu vas commencer direct international dans ta tête. Alors qu'en France, on a quand même ce luxe et ce problème de pouvoir faire une boîte à plusieurs centaines de millions potentiellement juste en étant en France. Ce que n'ont pas les Hongrois, par exemple, que je côtoie là. C'est vrai que tu as raison, la France, on est vraiment entre guillemets, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez gros pour vraiment envoyer un catégorie leader à un vrai, tu vois, un Google. On ne va pas faire un Amazon, un Google, non, ça on ne peut pas. Ouais, ça, on n'est pas assez nombreux. Mais pour autant, on n'a pas le problème d'Israël qui est il faut que ce soit international Day One parce que sinon je suis foutu quoi qu'il arrive. On est quand même un pays où il y a assez de consommation, assez d'argent et assez de gens pour se trouver dans cette zone où du coup c'est assez difficile de s'adapter. On est un peu comme beaucoup de fois la France, c'est-à-dire on est un peu cette exception. T'as Blablacar, t'as comment ça s'appelle, il y aurait qui comme exemple en France, t'as le Doctolib, et même si tu prends un peu justement sur l'autre sujet, solopreneur, créateur économie, on a le même problème en tant que créateur. C'est est-ce qu'on crée en français et on a un marché gros et on peut faire beaucoup d'argent en restant en français, avec des avantages aussi, on est caché par rapport aux Américains, enfin bref, il y a de la copie, il y a plein de dérives, on va dire, ou de positionnements plus ou moins vertueux. Et en même temps, des fois, il y a le truc de est-ce que je vais go all-in et je me fais un compte en américain, enfin en anglais, et je peux être énorme. Par contre, j'ai une compétition beaucoup plus forte. On a aussi le sujet sur le soloprenariat et le créateur économique. Toi, tu t'es posé la question ou pas de passer en anglais? Le truc, c'est que quand j'ai commencé, je n'avais pas du tout un niveau d'anglais qui me permettait de correctement le faire, donc j'ai commencé en français. Donc là, j'ai continué en français depuis. Je me suis posé quelques fois la question. Après, je vois une partie de moi qui aime l'idée d'apporter de la valeur quand même aux gens qui partagent ma langue. Je me sens encore un lien avec la France. Et après, il y a les questions aussi il y a quand même les questions de comment dire, qu'est-ce que ça va être avec l'IA, là, les traductions automatiques, etc. Parce qu'il peut y avoir un marché international qui va se créer. Vous en avez parlé aussi, il me semble, dans des épisodes. Je ne sais pas encore c'est comment les gens vont. Tu vois, quand je vois Ali Abdaal, par exemple, maintenant qui traduit ses vidéos automatiquement, et les gens me disent autour de moi, mais non, les gens vont continuer à suivre les gens de leur pays.
moi, j'ai vu des petits, j'étais dans un village de créateurs l'été dernier, ils écoutaient MrBeast en VF, ils s'en foutaient. Hein. Ils s'en foutaient qu'il soit américain. Quoi. Donc, mais attends, je pense aussi que, alors je sais pas si on parle de la même chaîne YouTube, mais c'est la voix de Amixem, non? Pour le coup, c'est pas une voix de MrBeast traduite par l'IA, c'est une voix d'un créateur français qu'ils connaissent déjà de manière plus ou moins inconsciente. Il me semble sur MrBeast. Après, sur Ali Abdaal, le créateur sur la productivité, c'est une voix IA pas ouf quoi, en français pour l'instant. Mais ça va évoluer tout ça. Donc même cette fonction français anglais, ça va. Je ne sais pas si ce sera encore pertinent dans 5-10 ans ce sujet. Alors, et du coup, ouais. Et je disais, ouais, et du coup, ce serait quoi la solution d'un point de vue la France? Est-ce que c'est dire adieu l'Europe, on se barre ou on fait tout en anglais direct? Ou alors c'est d'essayer à l'échelle européenne, finalement? Parce que imaginons qu'on devient que l'Europe devienne un peu enfin, l'Union européenne devient les États-Unis d'Europe. Ok. Sur le papier, c'est génial, mais dans tous les cas, il y aura cette problématique culturelle. Il y aura cette problématique de la langue, il y aura cette problématique des habitudes de consommation, tout ce genre de choses. Donc, est-ce que même si on crée un terreau fertile à ça, d'un point de vue fédéral, est-ce que finalement la transition entre chaque pays à sa propre culture jusqu'au en fait on est un peuple commun, est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait rapidement ou alors non, il faut 2 siècles pour y arriver et c'est peine perdue de le faire? C'est dur de répondre. Après, je pense que ce sera toujours plus lent que les Américains. C'est aussi se poser la question de qu'est-ce que l'Europe. Il y a l'Union européenne et puis il y a l'Europe ancestrale. Moi, j'aime beaucoup Stefan Zweig, qui écrit plein de biographies des nouvelles, un des plus grands écrivains allemands. Eux, ils parlaient beaucoup justement de cultiver cette diversité européenne. Il y avait une espèce de quelque chose qui était beau dans l'Europe, en fait, sur le côté, la diversité qu'il pouvait y avoir entre les peuples, et en même temps, le côté sentiment d'unité qu'ils essayaient de construire à la fin du 19e, début du 20e, complètement parti en éclat avec les 2 guerres, apprendre à recréer une nouvelle Europe avec l'Union européenne après les guerres mondiales. Et maintenant, la question à se poser, c'est, alors ça peut partir très loin si on va là-dessus, mais le plus tu uniformises les peuples, effectivement, tu nivelles les choses, le plus tu te rapproches d'un Européen lissé, on va dire. Mais c'est pareil, est-ce que c'est ce qu'on veut que un Français soit exactement pareil qu'un Estonien, qu'un Espagnol, etc. Est-ce qu'on ne perdrait pas quelque chose? Tout ça pour monter des boîtes à l'échelle européenne. Donc c'est un sujet pas évident, quoi. C'est un sujet qui est complexe. Problème que n'ont pas les Chinois, problème que n'ont pas les Américains, problème qu'ont un peu moins n'empêche mine de rien les pays que j'ai cités là, les pays alors pas scandinaves, mais tous les pays de l'Est, parce qu'ils ont quand même ce terreau soviétique encore, mine de rien. Donc ils ont quand même une culture commune aussi. Et donc nous on a vraiment un truc, c'est qu'on a vraiment des différences. C'est pour ça que quand tu ouvres UK, Italie, Espagne, Allemagne, France, c'est le bordel, quoi. Il y a trop de différences entre ces cultures. Et donc là, ouais, pardon. Concrètement, c'est quoi d'après toi les gros sujets? On parle de régulation ou même dans le produit, la manière de le construire, la manière de le marketer, et puis on va dire de le pricer, ainsi de suite. C'est vraiment à tous les échelons? Au niveau régulation, il y a un sujet. Au niveau culturel, je crois que les boîtes, je ne suis pas un expert non plus, tu vois, je ne sais pas scalé dans plusieurs pays, mais il y a ceux qui essayent de mettre des locaux, donc un espagnol qui ouvre l'Espagne, un allemand qui ouvre l'Allemagne, etc. Mais parfois, il va manquer de soutien. Tu vas avoir le cas inverse, tu vas essayer de centraliser, mais c'est compliqué aussi, parce que du coup, tu es loin du terrain. Donc, c'est un truc qui est dur à craquer, en fait. C'est juste que, après, c'est dur juste parce que le business, c'est dur. Les business territoriaux sont durs à scaler, en fait. C'est peut-être, ça, c'est un facteur qui est au-delà du fait d'être européen ou français. C'est juste des business compliqués. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bug. Il y a un bug quelque part. Ça a du mal à prendre ces modèles. Là, je parle vraiment des modèles de développement territoriaux. Et je pense que ceux qui ont réussi, encore une fois, c'est parce qu'il y avait des différences culturelles plus faibles. Donc, typiquement, les boîtes comme Walt qui se développent plutôt dans les zones est et centrales de l'Europe. Et aussi parce que tu es dans des pays où il n'y a qu'une ou 2 villes à faire, en gros. Donc, c'est quand même plus simple quand tu vas te développer ton système de food delivery à Budapest, à Varsovie, et puis je ne sais pas où on est, enfin à Tallinn, que quand tu essaies de faire 30 villes en France, 25 villes en Allemagne, 40 villes en Espagne. Donc, ça aussi les types de business qu'il faut faire attention, qui influent la difficulté de scale. Save, par exemple, c'était des corners dans plein de centres commerciaux
C'est un bordel opérationnel à gérer. Il devait ouvrir des centaines, voire des milliers de corners dans différents pays. Donc c'est ingérable. C'est un autre problème. Ça, c'est un problème de comment tu scales les opérations sur des business à winner takes all à marge assez faible, une autre équation compliquée. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est dans ce cas-là, pourquoi les Américains, ils arrivent à le faire? Parce qu'eux, ils ne sont pas européens du tout. Ouais. Pourtant, Uber marche bien en Italie, marche bien en France. Voilà, la réponse, elle est simple, c'est le capital. À un moment, en fait, tu es sur un marché où la marge d'erreur est faible et les marges sont faibles, du coup, ce qui influe l'un et l'autre. Qu'est-ce qui compense les petites erreurs en fait, d'exécution? C'est un surplus de capital que tu peux te permettre d'injecter et qui lisse les erreurs, on va dire. Et tu peux payer les amendes, tu peux payer tout ce que tu peux payer avec l'argent, en gros, quoi, ta croissance, des réglementations, tout ce que tu veux, ou d'être non régulé sur un truc. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc moi, c'est un peu ma conclusion sur les marchés, c'est qu'en fait, les marchés winner takes all, c'est l'argent qui gagne, parce que souvent, en fait, si vous regardez ces marchés-là, c'est dur d'avoir une espèce de love brand. Il n'y a pas trop, tu vois, t'es pas trop. Est-ce que tu préfères commander Deliveroo ou Uber Eats, ou tu vas commander où tu as un ticket de réduction, tu vois? Au final, les gens ils vont switcher d'une plateforme à l'autre. Donc, tu avoines des tickets de réduction, des discounts tout le temps. Tu fais des promos pour les livreurs pour avoir plus de flotte de livreurs quand tu as besoin. L'argent résout tous les problèmes quasiment sur ces marchés-là. Et malheureusement, même la qualité de service n'est pas si importante que ça, parce que tant que tu fais le minimum, on va dire, tu peux compenser avec des coupons avec les clients. Là, je parle vraiment de ces marchés, genre les trottinettes, les delivery, tous ces business plutôt qu'on a évoqués au début, que j'ai pu monter. Donc, c'est vrai que ça fait un peu réponse facile, mais ça résout quand même beaucoup de problèmes d'être bien capitalisé, d'être bien financé. Et je pense que ça, ils y vont vraiment, c'est comme ça qu'ils sont venus en Europe, ils y vont vraiment en bourrin sans se poser de questions. Comme avait réussi à faire un petit peu Rocket Internet au final. Ceux qui, eux, ils ont du cap aussi. Quand il y a un modèle qui prend, ils arrivent avec l'argent vraiment à pousser un modèle vraiment assez loin. Alors que nous, je voyais, tu vois, fallait vraiment, tu vois, avec les moyens qu'on avait, il fallait faire hyper gaffe. Chaque erreur, on le coûtait très très cher. Je vous donne un exemple, par exemple, sur ces marchés-là, il y a beaucoup la question pendant très longtemps, est-ce qu'on met des managers locaux, régionaux, nationaux ou juste centralisés? Donc à quel niveau de granularité on se met sur le management local pour gérer les opérations? Nous, par exemple, on était partis sur des managers de ville. Donc, dans chaque ville, j'avais recruté un gars qui gérait la ville quand on avait développé dans plusieurs villes. Le truc, c'est que c'est très dur à opérer, ça. Ça coûte beaucoup d'argent. Tu es dépendant du niveau quand même de la personne que tu as recrutée. Le métier, en plus, rapidement devient un peu chiant parce qu'une fois que c'est bien en place, après, faut redonner du travail à la personne. En plus, tu dois scaler pour pouvoir donner des opportunités à tes gars locaux pour qu'ils puissent devenir régionaux ou nationaux. Sauf que tout le monde ne peut pas être national parce qu'il y a moins de places nationales que de places régionales ou locales. Donc, la conclusion de beaucoup de ces boîtes de secteur, ça a été de cut tous les profils régionaux ou locaux et de beaucoup plus centraliser. Donc, quand tu centralises, tu perds en qualité, quand même, une qualité de terrain, une qualité de relation, une qualité peut-être même de produit, de production, delivery. Mais tu compenses avec d'autres choses. Tu as moins de coûts, tu bourrines plus en pub, tu fais plus de discount en arrière quand il y a des problèmes. Et en fait, c'est l'argent toujours qui ramène ton problème, qui résout ton problème. Là, c'est un peu, en tout cas, c'est la conclusion que j'en ai eue de ces marchés-là. Donc, du coup, il suffirait qu'on ait une enveloppe de cash infinie et il n'y a plus de problème culturel, finalement. Si je caricature. Ouais, c'est un peu. Il faut, en tout cas, c'est très très dur si tu n'as pas l'équivalent en finance de taper. Alors là, on parle vraiment, encore une fois, hein, c'est vraiment les marchés winner takes all. On ne parle pas des SaaS qui sont des marchés éclatés. On ne parle pas d'autres types de business. Là, on parle vraiment d'un truc qui est très spécifique. Au final, ça représente quand même une petite proportion des startups. Hein. Encore plus, aujourd'hui, c'est pour ça que tout le monde a monté des SaaS. Après, c'est beaucoup moins d'emmerde de monter un SaaS. Moi, j'ai monté, c'est quasiment les pires boîtes, en fait, ce que j'ai monté d'un point de vue opérationnel. De monter des marketplaces avec 15 000 parties prenantes et des marges faibles. Et alors, attends, j'ai une question, du coup, au vu de ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui empêche vu qu'on a cette réflexion, plein de mecs intelligents doivent l'avoir aussi et avoir compris plus ou moins le truc. Qu'est-ce qui empêche la France, mais à minima l'Europe, de créer 1, 2, 3 méga VC? Qu'est-ce qui empêche? Parce qu'on a un système financier
je mets les startups de côté, enfin, mais dans son ensemble, des fonds de private equity, machin, des fonds souverains, des machins, on a quand même un système financier qui est extrêmement costaud. Le fonds norvégien, par exemple, s'il participe, enfin, c'est le plus gros fonds souverain du monde. On a des liens, on le sait très bien, avec les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, où on peut très vite les mobiliser. Ils ont signé ce matin un accord pour faire un supercalculateur en France, ça s'est bien passé. On a quand même beaucoup de fonds de VC, alors certes un peu éclatés, mais qui sont entre 100 et 500 millions, on va dire, sous gestion. Qu'est-ce que ça demanderait d'avoir 1, 2, 3 champions français, je pense, ou encore une fois à minima européens, en VC? Pourquoi on n'arrive pas à avoir un Sequoia, un A16 et un équivalent de Vision Fund, quoi, tu vois? Je schématise un peu pour donner trois cas un peu différents, mais tu vois, pourquoi on n'arrive pas à dépasser le côté, on va pas les citer, mais des fonds que tout le monde connaît et qui ont entre 4, 5, entre 300 et 500 millions sous gestion, quoi. Ouais. Bah, tu sais, ça va être un peu l'œuf et la poule, hein, je pense. C'est pas assez d'exemples de billion dollar compagnie plus en Europe qui justifient en fait ce financement. Une culture, si on prend une culture européenne, quand même, qui est beaucoup plus frileuse dans l'investissement que la culture américaine ou même que chinoise, a priori, de ce qu'on voit. Mm. Donc, tu vois, c'est ça qui est malheureux, c'est que les individus, on a des individus en Europe qui sont bullish, qui veulent monter des beaux projets, même qui sont même des bons VC. Hein, tu vois, j'étais un peu caricatural. D'ailleurs, c'est globalement à l'époque les VC, je trouvais, m'avaient un peu déçu, on va dire, en moyenne. Mais individuellement, tu as des gars très très intéressants dans ce milieu, et de plus en plus, j'imagine. Moi, je pense notamment, il y avait Harry Stebbings que je voyais à l'époque, qui avait fait l'équivalent du podcast que j'avais fait ensuite, moi, en français, qui a créé son fonds. Enfin, il y a plein de gens qui ont fait des trucs cool. Mais en vrai, je sais pas trop comment répondre à la question, parce qu'effectivement, si tu mets du public ou des fonds souverains, il y a moyen de monter des gros trucs. Le problème de Stebbings, c'est que, avec tout le respect qu'on a pour lui, il joue contre nous, parce que lui, il a levé un gros fonds en Europe qui déploie à 80% ailleurs. Ok, j'ai pas trop suivi là, récemment sur le fonds. J'exagère, je dois exagérer les chiffres, mais il en déploie une grosse partie aux US. Ok. Bah après, c'est parce qu'il a le même constat que ce qu'on est en train de dire, en fait. C'est qu'à un moment, il est VC, il doit mettre il n'a pas un intérêt, lui, il s'en fout, il veut pas sauver l'Europe, il veut pas sauver le UK, lui, il veut avoir un fonds qui marche. Donc, a priori, de ce que je comprends lui de l'extérieur. Donc, c'est comme un entrepreneur français, parce que là, on se pose la question, voilà, parce que c'est sous-entendu qu'on prête un intérêt à l'avenir de l'Europe ou à l'avenir de la France. Si tu t'en bats de cet avenir-là, en fait, tu es un entrepreneur français factuellement. Enfin, tu te casses aux US, tu montes ta boîte aux US, et au pire, tu reviens en France avec masse d'argent et tu prends le marché. C'est une roadmap qui est beaucoup plus simple, enfin très compliquée, mais beaucoup plus plausible que celle où tu galères dans ton coin en France pour potentiellement ouvrir un autre pays, pour aller peut-être un jour en Amérique, tu vois. C'est très périlleux, tu n'auras pas le financement. Hormis exception, quoi, toujours de sortir les exceptions si on ne peut pas parler, mais du coup, je pense qu'on en revient encore aussi. Bah voilà, si je parle des petits papiers, mais c'est le fonds souverain norvégien ou les Émirats quand ils font des deals avec la France. C'est aussi un moment. Encore une fois, il n'y a jamais de truc Europe. Enfin, à un moment, en fait, c'est juste dire qu'il n'y a pas d'Europe en fait. Ça n'existe pas l'Europe qui investit massivement ensemble dans quelque chose. Je ne sais pas s'il y a un use case aujourd'hui qui existe. Moi, j'en ai pas en tête là, en tout cas. On a l'Union européenne pour réglementer le truc, mais on n'a pas d'entrepreneur européen, ça n'existe pas en fait. Là, on parle d'un truc qui est. On a Airbus. Ouais, peut-être, oui. On a Airbus qui est devant Boeing. C'est le truc. Mais tu vois, d'ailleurs, c'est un super cas, parce que ça date un peu, donc on a du recul sur le sujet. La seule fois où, si on regarde bien, l'Europe, à ma connaissance, c'est la seule initiative vraiment européenne entre quasiment tous les pays. Chacun contribue à sa hauteur, mais en gros, la France, l'Allemagne en gros pôle, mais il y a du soutien en Espagne, il y a du soutien en Italie, il y a des bouts au UK, il y a des bouts aux Pays-Bas, il y a des usines dans les pays de l'Est. C'est la seule fois où on s'est mis, où vraiment l'Europe a balancé on va dire une grosse initiative avec des gros financements quand même là pour le coup, beaucoup de moyens. Et on se rend compte qu'aujourd'hui on est devant Boeing. C'est le seul endroit où, à ma connaissance, il y a Ariane aussi, qui fait à peu près partie du même gros programme spatiaux, machin, où, pendant longtemps, alors là c'est moins vrai avec SpaceX ces dernières années, mais pendant longtemps, Ariane était capable de regarder la NASA dans les yeux et d'être loin d'être ridicule.
c'est quand même deux choses où on a été bon. Mais par contre, ça a impliqué que tout le monde se mette derrière une entité privée qui tu peux acheter des actions Airbus. Hein. Enfin, je sais pas comment c'est foutu exactement, mais ça ressemble à du privé en tout cas. Et il y a des vrais résultats. Pourquoi pas un giga VC pan-européen, tu vois, capable de mettre des tickets à 200 bars ou 300 bars à la A6 Steel, quoi. Ouais. Et après, il faut rajouter un étage au-dessus de la pyramide, c'est les exits. Il faut être capable d'exit en plus de financer. C'est l'autre problème, parce que toi, en 2019, il y a eu des fonds à un moment qui ont levé ces montants-là, enfin des gros. Alors toi, tu disais des levées de fonds d'une startup qui lève 200-300 millions, c'est encore autre chose, mais tu as quand même eu des gros fonds qui sont montés vers 2018 à 2020, 2021 de mémoire. Parce que moi, je les ai côtoyés vers 2019. Ouais. J'ai plus les noms, mais tu avais quand même une grosse vague de fonds, 300, 500 millions, je crois, qui sont montés. Je crois que tu avais Partech, Alven qui avait levé du 300, 500. Je crois que tu as Daphne qui avait levé 4 ou 500. Enfin, j'ai pas envie de dire de conneries sur les chiffres parce que c'est Oui, fou. en tout cas, tu as eu un moment où tu as eu 5 à 10 fonds qui ont fait ces montants, plus ou moins. En tout cas, moi, mémoire en 2018-2019. Et par contre, le truc qu'on ne dit pas aussi, c'est qui fait des exits aussi, quoi. Et qui rachète éventuellement aussi. Parce qu'après, c'est pareil, si c'était dans des enjeux. Là, on est dans la géopolitique, quasiment. Tu parlais de l'Europe, vs Chine, vs. Bon, vous avez parlé d'IA aussi, enfin, les enjeux sont multiples. C'est aussi qui finance et puis qui rachète, quoi. Aussi, pour les événements de liquidité, pour que l'écosystème tourne. Qui entre en bourse. Qui entre en bourse éventuellement aussi. En On, alternative. on a un bilan cata là-dessus. Mistral, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, a annoncé qu'il voulait entrer en bourse. Je n'ai aucun intérêt, mais je les soutiens fort parce que ça enverrait comment dire, un message important à beaucoup d'acteurs de ce monde-là. Si Mistral arrive en bourse, être bien valorisé, se comporter correctement et être un acteur sérieux à ce niveau-là, ce serait une très bonne nouvelle, je pense, parce que ça prouverait que, je ne sais même pas quand est-ce que c'est la dernière IPO tech réellement, mais je suis sûr que si on creuse, si ça se trouve, c'est Criteo il y a je ne sais pas combien de temps. Tu vois. Je dois exagérer, je dois oublier des trucs, mais forcément j'en oublie. Mais je ne pense pas en oublier beaucoup, quoi. Quand on dit ça, ça montre que le marché a encore même des niveaux d'étage qu'il n'a pas encore structurés. Alors que là, on est déjà dans des sentiments où il y a une urgence, notamment par rapport à l'IA que vous avez bien abordé sur vos podcasts. Donc ouais, c'est assez. C'était un peu triste à l'heure, mais c'est assez défaitiste, on va dire, à l'échelle collective. Mais encore une fois, si vous, votre audience, c'est aussi les individus, les entrepreneurs, eux, il y a plein de bonnes choses à faire. Il ne faut pas être défaitiste. Au niveau entrepreneurial, il y a des Français qui peuvent monter des boîtes exceptionnelles niveau européen, aux États-Unis, à plein de niveaux. Il y a plein de... Mais il y a aussi un sujet, du coup, c'est l'ambition des pays, l'ambition collective européenne. Et après, il y a l'ambition des founders. Alors, je ne sais pas si on aura le temps, si vous voulez qu'on le développe, ce sujet, mais c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a des gens comme moi et d'autres qui, petit à petit aussi, sont allés sur d'autres modèles que la startup. Parce qu'à un moment, en fait, tu vois que tu es dans un jeu, en fait, avec des limites. Et tu te dis, en fait, est-ce que je rejoue à ce jeu-là, en fait, alors que j'ai vu que ce truc, peut-être que les dés étaient un peu pipés, en fait, dans ce jeu. Et ouais. C'est hyper intéressant, ouais. Du coup, la prochaine question, évidemment, parce que sinon l'épisode va durer vraiment très longtemps. On fera peut-être Mais la question, c'était c'est quoi ton analyse du coup derrière ta transition? C'est comment ça s'est passé quand tu t'es dit, ok, j'avais un statut entrepreneur. Hein. Comment je transitionne vers solopreneur? Qu'est-ce que ça implique? Comment t'as réfléchi ce move? Ou pas réfléchi d'ailleurs, et ce sera ta réponse. Et combien de temps aussi entre le moment où tu as vendu ta boîte et le moment où tu t'es dit, ok, stop, j'ai besoin de calme, ou pas d'ailleurs, et je deviens solopreneur? Ouais, ça a été assez progressif. En gros, tu as première partie, c'est que je déménage à Paris après la cession de ma boîte, parce que j'étais toujours à Nancy, où je suis originaire quand j'ai fait la startup. Et donc pendant 1 an, 2 ans, donc avant le Covid, on va dire, pour simplifier, avant 2020, j'étais un peu aux un entre-deux, donc j'étais fatigué aussi. On en avait parlé avec ça en privé, mais il y a un truc qu'on ne prend pas en compte, c'est le coût physique, mental, psychologique de monter des boîtes de ce niveau-là. Surtout quand tu as des sorties de piste à la fin, comme on a eu, qui sont quand même assez violentes. Donc, tu te retrouves en gros fatigué, avec pas énormément de cash sur le compte en banque, parce que finalement, nous, c'était un exit un peu à la con, tu vois. Donc, moi, quasiment rien récupéré financièrement.
Je m'étais pas hyper bien payé pendant le truc. En plus, grosse série. En plus, c'est un gros conseil. D'ailleurs, je dis aux gens qui nous écoutent, les fondateurs, payez-vous le max de ce que vous pouvez dans la limite du décent, évidemment, mais ne comptez pas sur des exits. Il faut vraiment se sécuriser aussi. Si vous pouvez faire du secondaire sur une série A, série B, et essayer de sortir un peu de cash. Parce qu'il ne faut pas tout dépendre d'exit, encore plus sur un marché qui ne fait pas d'exit quasiment, en fait, c'est illusoire. Donc, essayez au maximum de vous sécuriser. Ça, c'est une chose. Mais donc, fatigué, pas au top physiquement. Donc, reconstruction, on va dire, pendant une bonne année. Je ne me rends pas compte sur le coup, mais ça m'a bien pris 1 an. Donc, j'arrive à Paris, je lance un podcast qui devient après dans la tête d'un VC. Donc, j'ai une opportunité à ce moment-là, en fait, très vite, mine de rien, de me relancer, notamment avec The Family à l'époque. Et c'était Oussama, hein, d'ailleurs, même qui m'avait proposé est-ce que tu veux pas qu'on monte un fonds avec un 3e acteur qui était un VC qui était connu sur la place à l'époque. Je ne veux pas dire son, parce que je pense pas qu'ils vont être associés aujourd'hui à ce projet. Mais qui, du coup, il y avait cette opportunité. Et en fait, du coup, j'ai continué à me dire je suis encore je suis encore dans le monde des startups. Sauf que j'avais une autre partie de moi, en fait, que j'avais développée pendant ma startup aussi. C'était le côté que j'avais déjà avant, mais que j'ai commencé à utiliser. C'était plus lecteur, plus intellectuel, penseur, créateur de contenu aussi. Parce que je créais du contenu pendant ma startup sur Medium à l'époque, vers 2015-2016. J'avais écrit plein d'articles je documentais ce que j'apprenais avec ma boîte, en gros, quoi. Comment j'avais recruté mes premiers salariés, comment on avait levé des fonds, les erreurs que je faisais, etc. Donc, c'était pas mal suivi dans l'écosystème. Donc, j'avais ça et j'avais découvert d'autres domaines qui m'intéressaient que monter des startups. Donc, j'avais un peu une espèce de tension interne. Et donc, le Covid, comme plein de gens, ça m'a fait remettre en cause un petit peu ma trajectoire, mes choix. Et c'est au Covid, en fait, où j'ai décidé de faire un vrai switch en me disant je vais arrêter le business pendant un temps. En fait, là, je vois que je suis fatigué, qu'en fait, je le fais, mais je suis pas sûr que je vais continuer pour l'instant à monter des startups ou dans cet écosystème. Et je suis parti à l'étranger et je me suis mis dans un projet de lecture, d'études de la philosophie. Alors, je suis parti dans un truc très, très loin. On parlait même pas de soloprenariat, là. Et d'écriture, notamment, du coup, c'est de ça qu'est sorti mon livre 1 an et demi après, que j'ai sorti en 2023. Et au final, en parallèle, j'avais une activité de coaching parce que du coup, les gens me prêtaient des qualités, alors certaines que j'ai, certaines peut-être qui étaient un peu surévaluées parfois, mais en tout cas des qualités je peux aider un entrepreneur à scaler sa boîte, ou du moins à monter un business ou une startup. Donc j'avais des prestats en coaching qui tournaient bien. Ça me faisait vivre vraiment ça tranquillement. Je développais mon audience avec ma newsletter et des podcasts. Ça marchait bien aussi. Mais globalement, d'un point de vue business, je ne considérais pas mon activité de coaching comme un vrai business. C'était un petit truc de freelance qui me faisait bien vivre, en gros, quoi. Ça fait seulement 1 an et demi vraiment que je me suis remis, quoi. Et dont le projet que vous avez parlé, là, Perspective, qui est peut-être le projet le plus ambitieux que j'ai relancé depuis cette époque, en fait. Donc, il y a eu tout un processus de est-ce que je veux continuer? Peut-être pas, sous la même forme. Je me casse à l'étranger, je vais faire de la philo, je réfléchis à la vie, etc. Je vais écrire un livre. Je reviens tranquillement dans le business avec du service et du coaching. Et là, je reviens sur une dimension plus alors de programme pour l'instant, mais avec des idées de boîtes aussi dans des industries, justement. Mais le tout, et là, c'est la transition avec le soloprenariat, avec des assets et une manière de penser le business qui est très différente de quand j'ai monté Fetch. Là, en 2025. Tu montes plus une boîte comme je l'ai montée en 2015, tout seul dans ton garage, sans financement, etc. Là, maintenant, j'ai une vision où je build mon audience, je build du capital, je build mon réseau, mes connaissances, mes compétences. Et du coup, j'arrive avec beaucoup plus de force sur un marché, plus presque de conviction et de certitude aussi. Donc, c'est quand même différent. Et du coup, c'est un peu ma thèse actuelle, c'est que je pense qu'on va revenir. Du coup, il y a eu l'ère solopreneur. Mais je pense qu'il y aura énormément de belles PME, pas forcément avec beaucoup de monde, mais justement avec tout ce qui est IA, automatisation, etc., qu'on peut faire des boîtes à 30, 40, 50 personnes qui éclatent des marchés. Moi, par exemple, dans l'édition, là, c'est pas sûr que je le ferai, mais et là, du coup, on a un move potentiel dans l'édition. Je pense qu'avec 20, 30 personnes, on peut éclater le marché de l'édition. On va dire proposer des alternatives, en tout cas fortes, et qui sont dérangeantes pour un marché existant. Ça peut dire éclater au sens où on ne va pas tous mourir demain, mais en tout cas, on amène une brique potentiellement qui peut faire mal à un marché avec des alternatives. Et ça, je pense que je peux le monter sans financement VC, ça par exemple, aujourd'hui. Donc, c'est une nouvelle manière d'aborder aussi l'entrepreneuriat et qui n'est pas solopreneur, qui n'est pas freelance, mais qui n'est pas start-up non plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça devient flou les frontières. Ouais, il n'y en a plus quasiment. Ouais, parce qu'en fait, on se rend compte que le VC funding, il est plus obligatoire.
Midjourney, tu vois, a levé 0 €. Alors tu vas me dire, oui, il y a d'autres boîtes d'IA qui ont levé de l'argent. DeepSeek, il y a beaucoup de On sait pas, discussions. ouais. On ne sait pas si les chiffres sont vrais, pas vrais, machin, et voilà. Et ce matin, c'est toi qui me l'as envoyé, Luc, je crois, des Ouais. chercheurs de Stanford qui, en prenant deux modèles open source chinois, réussissent à battre ChatGPT avec des 50 coûts. $. C'est incroyable. Tu vois, donc je ne Ouais. sais pas si les chiffres de DeepSeek et ces chiffres-là sont vraiment vrais, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au vu de l'écart, il y a quand même un gap qui est en train de se. Et donc tu te rends compte que la manière dont on a construit les startups depuis à minima 2013, l'époque que tu as évoquée, mais même l'époque d'avant, parce que les VC, ils étaient Ouais. déjà là sur la crise des C'était là, dot-com. ouais. Alors c'était différent parce que tu avais un tour de VC souvent et tu introduisais très vite en bourse. Tu regardes Amazon, Google, machin. En fait, au bout de 1 an et demi, ils étaient déjà en bourse, ce que toute la vague d'après n'a jamais fait. Idem pour la vague encore d'avant, il y avait des VC pour financer Apple et Microsoft et machin, mais pour autant, c'était des petits tickets et après 1 ou 2 petits tickets, hop, fini, on passe à du public. Mais c'est-à-dire que ce modèle-là est en train de s'éteindre. Parce qu'en fait, beaucoup de VC disaient, ouais, mais gardez, restez privé le plus longtemps possible, vous n'avez pas besoin d'aller en bourse puisque vous avez notre argent. Mais en fait, maintenant, c'est pire que ça. C'est rester privé parce que vous avez besoin de l'argent de personne, à part de vos clients, évidemment. Mais... Et, et c'est hyper intéressant. Et donc, de se dire peut-être que demain, des licornes seront des licornes de solopreneurs. Tu vois. Enfin, il y a des trucs qui, dans la tête de quelqu'un en 2018, si là, on va se revoir en 2018, on se dit ça, on n'y croirait pas. Je sais pas ce que tu en penses, Jean-Charles, mais je suis pas hyper convaincu par ça pour le coup. Parce que ce qu'on voit avec l'IA, c'est quoi? C'est une accélération de la création de produits avec des coûts qui tombent à zéro. Mais justement, en fait, tout le jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, un Uber qui lève des milliards, c'est pour développer son produit? Non, c'est pour prendre un marché. Ah, vraiment, quoi. C'est pour prendre un marché, surtout. C'est pour payer des lobbies, c'est pour proposer des offres absolument inadmissibles, etc., etc., quoi. Pour le B2B, pour le B2C, pour tout ça, c'est le même game. Donc, à part un truc hyper deep tech où, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, les coûts vont pas tomber à zéro parce qu'on a besoin de robotique, parce qu'on a besoin de recherche, etc., etc. Est-ce que finalement, on rentre vraiment dans un monde où on va se passer des fonds? Je sais pas. Et d'ailleurs, c'est ce que nous montre aussi vachement les États-Unis en ce moment. Avec le programme d'investir ces combien? C'est 1000 milliards. 1000 milliards de dollars qui vont être investis dans l'IA dans les prochaines années. Ouais. Je ne sais pas si on va vers une évolution structurelle de on n'a plus besoin de VC, on n'a plus besoin d'argent, on peut se débrouiller sans. Encore une fois, il faudrait segmenter les types de business et même les types de startups. Parce qu'encore une fois, tu ne fais pas pareil un Uber Eats que tu fais un Salesforce. Donc, Uber Eats, effectivement, ou Uber, plutôt, les boîtes de développement territoriaux ont besoin, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on parvient dessus, de ce cash. Tout ce qui est basé plus sur la tech, fondamentalement, c'est sûr, ils ont besoin de moins de cash. À défaut de dire qu'ils n'ont pas besoin de VC. Et après, il y a une autre question qu'on ne prend pas en compte. Là, c'est, oui, tu peux rester sans financement, mais tu peux aussi passer par d'autres moyens de financement aussi. Tu peux rajouter des briques blockchain, tu peux avoir des lancements avec ta communauté. Je parlais avec un ami qui a une boîte blockchain. Vous connaissez peut-être de nom, ça s'appelle Kiln. C'est une boîte qui est en B2B blockchain, Kiln, Laszlo Szabo. Je ne connais pas la personne, mais je vois très bien la boîte. Ouais. Laszlo, ils ont une tech qui est très très bonne. Ils sont sont pas leaders, ils sont deuxième mondiaux sur leur marché aujourd'hui. C'est une boîte qui vaut énormément maintenant. Et Laszlo me disait déjà, il y a 1 an et demi, que certes, on a une très bonne tech, mais la différence qu'on fait, c'est sur la communauté. Je vais vous en parler aussi souvent, mais vraiment, on est là. En fait, le moat aujourd'hui, vous en parlez aussi, qui est un truc hyper important en startup, et on l'a vu du coup avec ChatGPT, peut venir, pas venir de plus en plus de la brand et de la communauté, plus que de la tech, pour les raisons que vous avez évoquées, voilà, sur l'IA qui est en train de faire descendre le coût et les besoins en capital humain, etc. Mais donc, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là, quoi. C'est comment tu crées des modes, comment tu crées des nouveaux modèles de financement. Et après, par contre, la question du soloprenariat à 1 milliard, je suis comme toi, je suis assez sceptique là-dessus. Après, ça va bien à Sam Altman de dire ça, dans son narratif, c'est très cool. J'attends de voir quand même j'attends de voir vraiment les agents autonomes, ce que ça donne vraiment bien fait, pour voir ça va être quoi la différence de delta avec ce qu'on a actuellement.
Même si je pense, voilà, 1 milliard, on se rend pas compte, ça, 1 million et 1 milliard, c'est pas la même chose, quoi. Les gens ont déjà du mal à faire 1 million, quoi, globalement. Aujourd'hui, même aux US, quand tu regardes les solopreneurs, t'en as quand même pas tant que ça qui font plus de 5 millions, par exemple, quoi. Si tu prends ne serait-ce ouais, la plupart, ils stagnent un peu entre 5 et 10 millions, grand max, et ils sont très très rares, ces gens-là, quoi. Dans la sphère soloprenariale, qui est encore un peu différent de la sphère infoprenariale, qui est plus basée sur la pub, c'est encore un autre sujet, mais il y a les solopreneurs plutôt organiques en termes d'audience, et puis les infopreneurs plutôt pub, funnel, ads, etc. Mais même eux, au final, ne sont pas sur des business à 1 milliard, ils ne sont pas du tout sur ces niveaux-là. Ils ne sont même pas à 100 millions pour la plupart. Donc, on en est loin, ouais. On en est loin, mais je ne sais pas, ça va dépendre où vont les agents, où va l'IA. Donc, ouais, je suis assez sceptique aussi, en tout cas, pour l'instant. Pour le coup, il y a quand même des solopreneurs qui se rapprochent de ces seuils, hein. Je pense à la femme de Call Her Daddy, par exemple, qui a le podcast. Tu sais, les solopreneurs qui se basent sur les médias qui peuvent vraiment scaler tous les podcasts, les Joe Rogan, par exemple. À quel point est-ce qu'on peut penser qu'un Joe Rogan avec son podcast, finalement, il va peser 300, 400, 500 millions avec son podcast. Il avait fait des deals à 100 millions sur plusieurs années, je crois, avec Spotify. Même les Andrew Tate. Alors lui, plus controversé, etc. Mais zéro ad, que dalle. Alors, il a forcément une équipe, mais il tournait à 1 million, 2 millions, 3 millions par mois. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui arrivent à leverager sur le média. Et à le milliard ou les combien? Alors, le milliard. Je parlais du milliard tout à l'heure, mais. Le milliard, je sais pas. Le milliard, j'en ai pas en tête pour l'instant, mais les centaines de millions, il y en a déjà aujourd'hui, et je pense qu'il y en aura de plus en plus proche. Et attention, hein, parce que quand Altman il dit le milliard, lui il parle de milliard de valo. Une startup, on le sait tous très bien, quand elle a 1 milliard de valo, elle a certainement pas 1 milliard de résultats, 1 milliard de CA et encore moins 1 milliard de résultats. Donc tu vois, je pense que dans les licornes, il y en a beaucoup qui doivent être en dessous des 100 millions. Hein. Et pourtant, il y en avait une qui avait publié ces chiffres, Swile, qui en fait, quand elle a eu la valo à 1 milliard, elle était peut-être à 15 ou même pas 20 millions de CA, un truc dans ce goût-là. Hein. C'est rare quand même ce cas-là, mais effectivement, il y a souvent un gros écart, peut-être divisé par 10 ou par 20 sur le CA. Ouais, je pense qu'à minima divisé par 10, il est assez fréquent. Hein, je pense oui, c'est fréquent. Même à 20, je pense 50 millions, déjà, tu peux potentiellement te rapprocher. Ça dépend de ta levée. Après, c'est qu'une question de négociation. Hein. Une valo, c'est combien ils ont pris en pourcentage. Mais ok, c'est vrai que si on prend effectivement les nouveaux mécanismes, ne serait-ce on a vu Trump avec les meme coins, effectivement, si demain Joe Rogan fait un meme coin, il est peut-être milliardaire, par exemple. Tate, s'il fait un meme coin, peut-être qu'il est milliardaire demain. Il en a fait un. Ça a pas pris. Il l'aurait fait il y a 1 an et demi, 2 ans. Peut-être qu'il aurait fait. Il aurait la même hype qu'il y a 2 ans dans le contexte actuel. Peut-être qu'il aurait fait son milliard. Mais du coup, on n'est pas passé loin potentiellement. Après, c'est pareil, c'est la valeur qui est créée derrière, parce qu'il va peut-être générer 1 milliard, mais il n'y a pas vraiment de business sous-jacent. Donc après, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va sortir ses 1 milliard. Bien sûr. Donc on est loin, en fait, si on dit un mec solo ou avec 1 ou 2 mecs à côté de lui qui va monter 1 milliard avec un business qui l'année d'après peut refaire encore de la croissance, etc. Ça, je pense qu'on en est loin, quoi. Hormis mécanisme de spéculatif type coin, quoi. Si on revient un peu à ton statut aujourd'hui, si demain tu voulais te relancer dans l'entrepreneuriat avec des équipes, avec un projet ambitieux, vers quoi est-ce que tu te tournerais? Off, tu nous as parlé d'un écosystème de podcast verticalisé B2B. Est-ce que c'est ça que tu avais en tête? Tu nous as aussi parlé de projets que tu pouvais avoir avec Elliot Meunier. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on l'ait sur le podcast, Elliot Meunier. C'est une personne que je trouve absolument remarquable. Oui, je t'ai dit une bêtise d'ailleurs, je t'ai dit que je ne connaissais pas Jean-Charles et en fait je n'avais pas fait le lien entre son nom et son visage et quand tu m'as envoyé une photo après, j'ai capté tout de suite et donc je vois bien entendu qui c'est. Évidemment. Donc voilà, quelles sont tes idées, tes directions pour la suite? C'est encore un sujet qui vaudrait un épisode, mais là en ce moment on a ce projet avec Yet. Il faut toujours qu'on fasse. Donc là on a validé avec notre lancement. On a fait 2 lancements pour l'instant et on a rempli à chaque fois du coup nos promotions. En gros, on accompagne, comme je disais, donc des gens à développer leur perspective qui mettent dans ce qu'on appelle un livre perspective. Donc c'est un livre plus petit qu'un livre édité classique.
C'est quelqu'un qui peut écrire un livre de 80 pages, 100, 120 pages, qu'il utilise après potentiellement en levier pour son business. Et bien, rien que le fait d'écrire ce livre déjà doit lui permettre de mieux comprendre son marché, mieux comprendre son business, et c'est déjà une utilité en soi. Et ça, en fait, on a naturellement une possibilité d'éditer certains de nos clients actuels, ou tout simplement de repenser en tout cas le milieu d'édition. Moi, c'est un domaine qui m'intéresse depuis longtemps. Après, je ne m'avance pas trop non plus encore, parce qu'avec elle, c'est tout l'enjeu quand on est 2 marques et 2 solopreneurs, c'est comment on crée des featuring résilients, qui tiennent, qui partagent une vision commune, et à quel moment, en fait, cette association devient une vraie entreprise. Parce que pour l'instant, c'est 2 solopreneurs qui collaborent. Là, on n'en est pas là, mais peut-être qu'en 2026, ça sera une entreprise qui sera créée, peut-être jamais, peut-être qu'on arrêtera, peut-être qu'on va continuer, peut-être que ça sera différent. Du coup, il y a un vrai enjeu de comment tu fais des featuring entre solopreneurs, qui ont chacun leur marque, qui ont chacun leurs audiences, qui ont chacun leurs assets, genre adresse email, par exemple, sur des choses, ça pose des questions aussi. Où est-ce que vont les actifs? Donc pour l'instant, on a la phase encore où on prend notre temps, on lance nos promos cette année, on fait des petits tests sur la partie édition, mais ça serait une ouverture que j'aurais potentiellement avec Elliot, du coup, à voir comment on structurait, ça serait aller monter un gros business dans l'auto-édition, dans l'édition, et du coup, et de vraiment rechanger un peu les règles de ce qu'est un livre édité aujourd'hui en France. Donc ça, c'est un sujet. Après, j'ai un autre sujet, je sais que vous le partagez beaucoup, le sujet des cités-États, qui m'intéresse aussi beaucoup, je sais que vous en parlez. Pareil, j'avais lu Balaji, c'est des sujets, j'ai l'impression que tout, personnellement et entrepreneurialement parlant, me pousse vers ça. Je m'intéresse beaucoup à l'économie, à la philo-politique, c'est des sujets qui me fascinent, à la monnaie. D'ailleurs, je fais pas d'annonce parce que je peux pas faire d'annonce pour l'instant, mais dans un prochain podcast, on va annoncer un truc assez cool. Mais il faut qu'on fasse une mise en relation avec Vie, hein, Jean-Charles. Je ne sais pas si Alex, tu en as déjà parlé, mais il y a peut-être des synergies à faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Avec plaisir, si vous voyez qu'il y a un lien. Mais en tout cas, il y a ce sujet-là qui m'intéresse, et autant intellectuellement qu'entrepreneurialement parlant. Et du coup, c'est un peu le point que je peux te dire, c'est que en ce moment, je sens que ce qui est cool dans ma posture, c'est que je peux à la fois écrire des livres sur les sujets qui m'intéressent, notamment du coup, avec le projet que j'ai, la perspective, et en même temps que ce soit un peu le terreau du business que je vais lancer en parallèle ou après. Donc ça peut, typiquement, la maison d'édition, là, je vais diguer pendant 6-8 mois le sujet. Je le connais déjà pas mal, ça fait 3-4 ans que je suis dedans. En sortir un espèce de livre manifeste sur ma vision du monde de l'édition globale et plus précisément français, et arriver avec un angle d'attaque assez fort au niveau business, potentiellement, et lancer ce business. Sur les sites et États, je pars de beaucoup plus loin. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe, évidemment, que créer une maison d'édition. Mais c'est pareil, tu vois, ça arrivé avec des propositions. En fait, on a une compréhension fine des premiers principes, de l'histoire. On le voit bien avec les sites et États, quand tu lis Network State ou Sovereign Individual, ce genre de livres. Tu comprends très vite qu'en fait, ce qui paraît évident n'est pas évident, en fait. Qu'est-ce qu'un État? Pourquoi il y a des nations? Pourquoi le gouvernement prend cette place-là? Pourquoi ça grossit? Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment cohérentes, en fait. Mais ça, encore, faut-il avoir étudié l'histoire pour le capter, en fait. Et je pense que du coup, ce qu'on pourrait appeler une forme de penseur-entrepreneur, qui est un peu un truc, un narratif que je suis en train de développer avec Perspective, notamment. Je pense que c'est en tout cas, moi, ça me parle pour moi en tant qu'entrepreneur. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un truc qui peut être très pertinent pour monter des boîtes qui ont de la valeur, quoi, sur la durée. Je vous donne un exemple, en fait, c'est le jour, j'en parlais à mon frère, petit exemple rapide, je suis tombé sur une histoire de, je ne sais pas si vous voyez, c'est qui, Mark Cuban, le mec qui était dans, vous voyez, voilà, j'ai tombé dessus parce qu'il y a eu un gros transfert en NBA récemment, un gros joueur de l'équipe qui présidait avant, et j'ai capté à ce moment-là qu'il ne présidait plus les Dallas Mavericks en NBA. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi il est parti? Et je me suis intéressé à sa biographie. Et je suis allé voir, et en fait, je ne savais pas d'où venait sa fortune. Moi, je me suis dit, c'est un Texan, il a dû monter un truc un peu à l'ancienne. Et en fait, pas du tout. C'est un mec de la tech, Mark Cuban. Moi, je ne connaissais pas bien son histoire. Et en fait, il a créé une boîte qui s'appelle Broadcast.com dans les années 90. C'était son deuxième exit. Il a fait une première boîte, il a vendu 6 millions dans la tech. Il a fait Broadcast.com. C'était une boîte dans le streaming, en comprenant que le média allait se déplacer sur Internet et que les gens allaient devenir leurs propres médias. Le mec pensait à ça dans les années 90. Et il l'a vendu quelques années plus tard, du coup, dans le boom crypto, pas crypto, le boom .com, 6 points quelque chose milliards à Yahoo. Mais ça montre ça, en fait, parce qu'à un moment, il a les compréhensions fondamentales de son marché, les premiers principes, la compréhension technique du marché, de la tech, pardon, et capacité entrepreneuriale de faire un projet de cette compréhension.
et ça fait une boîte à plusieurs milliards. Alors évidemment, il y a l'exécution, il y a le time to market, il y a plein d'autres variables, mais ça me fascine pas mal en ce moment de me dire, en fait, comment tu penses plus profondément les trucs et tu arrives d'avoir ta casquette plus entrepreneur à t'associer ou à monter des business après qui peuvent être énormes, quoi. Tu vois, Pour l'anecdote, il y a quelques années, j'étais au CES de Las Vegas et j'ai eu une discussion d'1 quart d'heure avec Mark Cuban. Énorme. Et là, tu comprends. Enfin, c'était la première fois que je rencontre. C'est d'ailleurs la dernière aussi, à ma connaissance, que je rencontrais un mec aussi chaud, vraiment avec un niveau de compréhension des sujets globaux aussi aiguisé, quoi. Enfin, vraiment. En fait, c'est un autre sujet, mais monter un business à 10, 100 millions, il n'y a pas besoin d'avoir un QI supérieur, tu vois, ou d'avoir une compréhension fine. Enfin, toi, il faut bien exécuter sur une opportunité marché. Par contre, quand tu es sur des sphères comme Zuckerberg, ou même comme Cuban, comme Bezos, ce truc-là, en fait, on ne comprend pas, c'est qu'à un moment, il y a une forme de génie, en fait, une forme de compréhension très, très fine, en fait, quand ces gens-là. Ça, c'est marrant. Il suffit d'écouter. Moi, je demande toujours aux gens, ça, par exemple, justement, à Laszlo, je lui avais demandé, donc, qui est dans la crypto, quand Musk il passait avec Lex Fridman, j'ai demandé est-ce que quand il parle de crypto, est-ce qu'il dit de la merde ou est-ce qu'il est vraiment, il comprend vraiment fondamentalement. Et en fait, à chaque fois sur les sujets, il comprend vraiment tous les sujets en fait. Musk, ce qu'il étudie, et c'est un mec brillant. C'est toujours marrant du coup, est-ce que c'est un débile alors qu'en fait c'est un des mecs les plus brillants au monde actuellement. Mais du coup, ça montre que ces gens-là en fait, voilà, ont une capacité de compréhension en fait quand ils disent du coup les principes premiers. La tech, les marchés, une bonne vision de où va le monde. Après, ils ont des avantages, ils ont des accès aussi qu'on n'a pas forcément pour savoir où on défend un petit peu les choses. Mais en tout cas, c'est fascinant, quoi. Et je pense, du coup, c'est vers ça que moi, c'est ça qui m'intéresse dans ma posture. Ok. Passionnant. Écoute, Ouais. je te propose vraiment qu'on se fasse peut-être, parce que là, ça fait déjà 1 h 15, donc le podcast va être long, mais je te propose qu'on se fasse une V2 d'ici peut-être quelques Ouais, semaines, carrément. quand tu as du temps. Ouais, avec plaisir. Alors, on va finir avec la question quand même habituelle, qui est, d'après toi, dans les prochains mois, l'année qui vient, c'est quoi donc, The Next Big Shit, en gros, c'est quoi le truc qui va modifier ton business ou la grosse tendance dans ta sphère? Dans ma sphère, globalement, je pense que là, ça réponse très facile, mais les agents autonomes, là, on attend tous de voir comment les use cases qu'il va y avoir. Là, je suis en train de travailler sur un programme en ce moment, on va justement la V2 de perspective. Et là, j'ai poussé comme jamais ChatGPT pour m'assister. Et je me dis, en fait, la même chose avec bien prompté, de manière autonome ensuite, c'est énorme. C'est énorme. Et alors après, par contre, voilà, ça ramène toujours à quelle est la valeur de ce que je fais, ma valeur à moi, ma valeur de production. À partir du moment où il y a ça, c'est un autre sujet. Mais ça commence à être quand même assez ouf. Là, j'atteins un niveau d'utilisation maintenant. Alors, je ne suis pas le meilleur sur les IA et autres, mais en tout cas, je sens que j'ai passé des paliers là en fait, et je vois dans le soloprenariat en tout cas les échelles que tu peux avoir ou la précision que tu peux avoir, la vitesse que tu peux avoir. Enfin, c'est assez ouf. Donc c'est ça pour moi les agents autonomes. Juste question subsidiaire sur ça. À quel point est-ce qu'on peut se considérer comme un créateur à partir du moment où on crée avec l'IA? Tu peux dire la même chose avec un livre en fait. Est-ce qu'un livre avec une bribe d'IA est encore un livre? Enfin, est-ce que tu es encore auteur? Mais ça dépend de ta question. Enfin, ça dépend de ce qui. Du coup, c'est un gros sujet là. Qu'est-ce que la création? Qu'est-ce qu'un créateur? Pour moi, en fait, tu peux faire création full IA. Et si ça correspond à ton business et que la création n'est pas quelque chose de fondamental pour toi et que le niveau de ta création est suffisante et t'apporte des résultats, tu utilises la création. Est-ce que tu es créateur? Je ne sais pas, mais c'est peut-être pas un sujet. Moi, ça va plutôt être un assistant de réflexion. C'est un assistant de retravail de mes textes, de brainstorm. Donc, en fait, il faut décomposer tous les processus de création et voir à quel endroit tu mets l'IA et comment tu utilises l'IA à tous les endroits aussi. Et tu as ceux vraiment, là, tu as un spectre gigantesque, tu as ceux qui vont utiliser full IA à tous les niveaux, et tu as ceux qui vont le mettre à certains endroits comme moi. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es créateur encore? Je pense que oui, certainement. Ouais. C'est juste que c'est un vrai sujet, c'est un autre sujet encore, mais j'en parlais avec mon frère récemment, c'est comment accepter que la valeur que tu crées, ça te prenne 10, 20, 100 fois moins de temps, et se dire, en fait, j'ai pas cravaché pour sortir cet output, et quelle est la valeur de cet output, du coup, et comment enlever l'ego de se dire, c'est pas grave, l'output est meilleur, du coup, c'est bien, il faut le shipper.
Parce que si tu gardes ton ego, tu te dis putain, non, faut que je protège ce truc-là, ça fait peur, ou tu te dis à quoi je sers. Mais au bout d'un moment, il faut être juste objectif. Si l'output est meilleur, ben, tu prends ce qui est le meilleur output, le meilleur résultat, quoi. Donc, ouais, c'est des discussions, c'est des trucs, c'est des vrais changements. En fait, d'un point de vue cérébral, c'est compliqué à gérer, quoi. Pour beaucoup d'humains, je pense. Et moi, le premier, d'ailleurs. Ouais, je pas, j'ai encore ouvert un truc là, mais Trop cool. on en reparlera. Trop cool. Écoute, Jean-Charles, merci beaucoup. Et, merci à vous. et du coup, à bientôt. On considère Avec ça plaisir. comme. Donc, à bientôt. À bientôt dans le podcast. Merci.